ne fait désormais plus aucun doute que Marnez Saklouche sera bien un joueur du Paris Saint-Germain cet été. Désireux de remplacer Lee Kang-in en partance pour l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain a ajouté son dévolu sur Marnez Saklouche. L'attaquant polyvalent de l'AS Monaco qui est à la Coupe du Monde avec l'équipe de France a même déjà un accord avec le Paris Saint-Germain. Et pour le recruter, le PSG a déjà envoyé une première offre à l'AS Monaco de 35 millions d'euros. Une offre évidemment complètement ridicule que l'AS Monaco va refuser. Et le but de cette opération était surtout de faire comprendre à l'AS Monaco que le Paris Saint-Germain n'allait pas casser sa tirelire pour recruter l'attaquant de l'équipe de France. Le PSG a évidemment la main dans ce dossier puisque le joueur a déjà fait comprendre aux dirigeants monégasques qu'il ne voulait signer qu'au Paris Saint-Germain, éliminant donc toute concurrence et toute possibilité à l'AS Monaco de pouvoir faire pression sur le PSG pour augmenter le prix du joueur, sachant qu'il ne lui reste plus que 2 années de contrat et que l'AS Monaco demandait plus de 70 millions la saison dernière pour le lâcher. Le club princier ne voudra pas se retrouver dans une situation où il ne lui restera plus qu'une seule année de contrat et étant dans l'obligation de le vendre cet été, va se montrer donc raisonnable dans ce dossier qui devrait se conclure aux alentours de 45-50 millions d'euros. Et pour le remplacer, l'AS Monaco a déjà trouvé son remplaçant puisqu'il s'agit de Mohamed Ali Cho. L'ailier du club rival va faire la navette et passer de Nice à Monaco. Et donc si l'AS Monaco active le remplaçant de Marnez Saklouche, cela veut donc dire que l'accord avec le Paris Saint-Germain est quasiment trouvé et que Marnez Saklouche sera bien un joueur du PSG cet été. Autre joueur également que le Paris Saint-Germain cible sur son mercato, l'Ivoirien Yann Diomandé se rapproche du Paris Saint-Germain également. Le PSG a complètement accéléré le dossier depuis que le joueur a quitté la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Si pareil, il y a déjà un accord entre le club et lui, le Paris Saint-Germain espère toujours pouvoir le recruter pour moins de 100 millions d'euros, alors que son club demande toujours un prix complètement fou pour le lâcher cet été. Gianni Infantino est dans l'œil du cyclone. Depuis plusieurs jours, le président de la FIFA est au cœur d'une énorme polémique. Aujourd'hui même, des dizaines de députés du Parlement européen demandent l'ouverture d'une enquête sur le président de la FIFA. Et la raison est simple, ils veulent savoir si des pressions politiques ont pu influencer certaines décisions de l'instance de la FIFA. Évidemment, tout part de l'affaire Folarin Balogun. Lors de cette Coupe du Monde, l'attaquant américain a été expulsé face à la Bosnie. Un carton rouge qui entraînait une suspension automatique lors du match suivant. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre, la sanction avait été annulée et Balogun avait été autorisé à jouer contre la Belgique. Officiellement, la FIFA a affirmé que la décision a été prise par une commission disciplinaire indépendante. Mais plusieurs eurodéputés s'interrogent sur le contexte de cette décision, notamment après les échanges entre Donald Trump et Gianni Infantino durant le tournoi. Et cette affaire n'arrive pas de nulle part. Quelques mois plus tôt, Infantino avait déjà suscité de vives critiques après avoir remis un prix de la paix à Donald Trump. Pour plusieurs élus européens et des organisations spécialisées dans le gouvernement du sport, cette décision remettait en question le principe de neutralité politique que la FIFA était censée respecter. Aujourd'hui, les parlementaires ne cherchent pas seulement à comprendre ce qui s'est passé avec Balogun, ils veulent savoir si la FIFA prend encore ses décisions en toute indépendance ou si la politique a commencé à peser sur l'une des plus grandes compétitions de football. Quand on voit les attitudes absolument non partiales de Gianni Infantino lors du match entre l'Argentine et l'Égypte, où le président de la FIFA était clairement du côté des Argentins, si cette demande aboutit, Gianni Infantino pourrait donc devoir répondre à l'une des plus importantes controverses de toute sa carrière politique sportive, mais aussi également sur sa probité et sur sa capacité à rester président de la FIFA. Dans un match complètement fou à rebondissement et avec polémique, l'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et si c'est sur le terrain que les coéquipiers de Léo Messi sont allés chercher leur exploit, en dehors, c'est une toute autre affaire qui secoue le football argentin. Selon plusieurs médias, le FBI et le département de la justice des États-Unis enquêtent actuellement sur la Fédération argentine de football. L'enquête ne vise pas les joueurs, ni Léo Messi, ni aucun de ses coéquipiers, mais les dirigeants de la fédération, et plus précisément certaines opérations financières réalisées aux États-Unis. Les autorités américaines cherchent à savoir si des centaines de millions de dollars ont transité par le système bancaire américain dans le cadre de contrats commerciaux, notamment via une société appelée Tour Prodenter LLC. Les enquêteurs veulent déterminer si certaines de ces opérations pourraient relever de fraude bancaire ou de blanchiment d'argent. Les agents du FBI ont commencé à recueillir des témoignages, notamment celui de l'homme d'affaires Guillermo Tofoni, tandis que plusieurs procureurs spécialisés dans les crimes financiers travaillent sur le dossier. À ce stade de l'enquête, aucune mise en examen n'a été annoncée et l'enquête est encore au stade préliminaire. Il est donc impossible d'affirmer qu'une infraction a été commise, mais le timing spectaculaire de cette révélation n'est absolument pas anodin. En pleine Coupe du Monde, alors que l'Argentine poursuit son parcours vers un nouveau sacre, sa fédération se retrouve au cœur d'une enquête menée par l'une des agences les plus puissantes des États-Unis. Et si les soupçons se confirmaient, cette affaire pourrait devenir l'un des plus gros scandales financiers de l'histoire récente du football argentin et fragiliser durablement la présidence de Claudio Chiqui Tapia, le sulfureux président argentin à la tête de la FA.
L'Égypte porte plainte contre François Le Texier. Éliminé par l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Égypte ne digère toujours pas son élimination. La fédération égyptienne a officiellement déposé une plainte contre l'arbitre français François Le Texier, mais également contre toute son équipe d'assistance arbitrale. Dans un courrier envoyé officiellement auprès de la FIFA, l'Égypte réclame l'ouverture d'une enquête sur plusieurs faits de jeu, notamment un penalty non accordé alors que la faute paraît complètement claire sur le joueur égyptien. On peut également y retrouver plusieurs actions qui n'ont pas été sanctionnées de façon équitable selon l'Égypte par l'arbitre François Le Texier, comme par exemple ce tacle sur Mohamed Salah, sans même parler du but bizarrement refusé justement par l'intervention de la VAR. Les dirigeants égyptiens demandent purement et simplement l'exclusion de l'équipe arbitrale française pour la suite de la compétition. Pour l'heure, leur FIFA n'a pas encore donné suite à cette requête, mais les Égyptiens n'en démordent pas. L'arbitre, non seulement d'être protagoniste, était complètement acquis à la cause des Argentins, et cette plainte prolonge les fortes déclarations venues du camp égyptien après la rencontre. Le sélectionneur Oussama Sam avait affiché son incompréhension en conférence de presse, estimant que son équipe avait été complètement lésée dans un match où elle a longtemps cru obtenir un exploit retentissant. L'ancien coach de la Jordanie visait surtout l'utilisation de la VAR, qui selon lui n'a pas été équitable sur l'ensemble du match. Et c'est d'ailleurs ce que je vous expliquais dans mon débrief d'hier. L'Argentine n'a pas volé les Égyptiens, ce sont les arbitres qui n'ont pas été impartials dans leurs décisions. Encore une fois, il va falloir que certains d'entre vous comprennent que ces deux vérités peuvent exister dans la même réalité, à savoir que les arbitres, que ce soit François Le Texier ou la VAR, ont été extrêmement bizarres dans les choix qu'ils ont fait pour les deux équipes, et ça n'empêche pas pour autant Lionel Messi d'avoir été génial sur la rencontre et aux Argentins d'avoir mérité leur remontada. À la fin du match, Mostafa Zico, buteur avec l'Égypte hier soir, a félicité l'Argentine pour sa victoire dans cette Coupe du Monde, puisque selon lui, tout va être fait pour que l'Argentine soit champion du monde. Il a également call-out François Le Texier en expliquant que l'arbitre avait, quoi qu'il arrive, choisi son camp hier soir et que c'était pas la première fois de la Coupe du Monde qu'on voyait ce genre d'attitude de la part d'un arbitre. Il a également exprimé sa colère en exprimant purement et simplement que selon lui, la Coupe du Monde est de toutes les façons truquée. Une nouvelle donc qui va une fois de plus dans le sens de l'enquête qu'a ouvert le FBI sur les activités de la fédération argentine aux États-Unis et sur les soupçons de corruption qui y sont portés. L'Olysée et l'équipe de France, l'histoire elle est trop belle. C'est magnifique les gars. Oui, parce que regardez ça. Franchement, c'est magnifique, c'est exceptionnel et ça fait énormément plaisir de voir ça. Michael Olysée a toujours voulu jouer pour les Bleus malgré l'intérêt de l'Angleterre. Mark Bowen, entraîneur de Reading et de Michael Olysée en 2019. Un jour, Paul Simpson, le sélectionneur des U20 anglais, me dit à propos de Michael, je le veux dans mon équipe. Que dès son plus jeune âge, en Angleterre, ça bataillait pour avoir Michael Olysée dans son équipe. Et regardez cette réponse et selon moi, c'est magnifique. C'est beau quand un joueur, il a des objectifs et il sait ce qu'il veut. Le lendemain, j'annonce la bonne nouvelle à Michael et il me répond, je ne suis pas intéressé, je jouerai pour l'équipe de France. Mais waouh, quelle classe! Et ça c'est magnifique, c'est prestigieux, c'est incroyable. Je vous le dis les gars, dans le football, il n'y a rien de plus beau et rien de plus magnifique qu'un joueur qui aime son équipe et qui veut la représenter. Et là ce qu'on voit avec Michael Olysée, mais je trouve ça fantastique les gars, je trouve ça magnifique, carrément ça met des émotions. Un joueur qui dès son plus jeune âge savait ce qu'il voulait, son but il était là les gars, et il est encore au jour d'aujourd'hui et il a réussi son objectif. C'est de jouer pour l'équipe de France. Aujourd'hui, Michael, il est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Donc forcément, c'est une très très grande réussite et une très très grande fierté d'avoir Michael Olysée en équipe de France. En tout cas, ce joueur, de jour en jour, de match en match, il continuera de m'impressionner avec une très très grande fierté. On est ensemble, Michael. Allez les Bleus! On est désormais l'arbitre de ce choc entre l'équipe de France et le Maroc lors des quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est parce qu'il s'agit de l'arbitre argentin Facundo Telo. On a également appris que demain soir, le corps arbitral serait composé de 5 arbitres argentins sur 5 possibles. Et ceux qui ne sont pas d'accord, les gars, je vous comprends. Je vous comprends totalement, les gars. Oui, je continuerai de le répéter. On ne doit pas compter sur l'arbitrage. On doit tout donner. On doit jouer ce match, marquer le maximum de buts pour tenter de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. Franchement, les gars, oui, c'est le cas de le dire. Au vu de ce qui s'est passé au cours de cette Coupe du Monde, et il y a eu des décisions quand même assez bizarres, c'est le cas de le dire, cet arbitrage, en aucun cas, ne m'inspire confiance. Ça ne m'inspire pas du tout confiance. Mais bien sûr, les gars, il ne faut pas parler trop vite. On verra demain soir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Répétez, ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne trouvent pas ça normal, je vous comprends, les gars, je vous comprends. Mais il faut se dire une chose, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi, les gars? On peut rien dire. L'arbitrage a été désigné et le choix est déjà fait. En revanche, demain soir, les gars, l'équipe de France, on a un match très très important à jouer. Un quart de finale de Coupe du Monde face au Maroc qui fait quand même un très très bon début de compétition. Donc forcément, il ne faut pas se concentrer sur ça, les gars. Il faut tout donner, il faut jouer au ballon, marquer le plus de buts possible et chercher cette qualification
en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a quand même un point positif pour l'arbitre qui a été désigné demain lors de ce match entre l'équipe de France et le Maroc, c'est que visiblement, ce ne sera pas le même arbitrage qu'on aurait eu lors de ce match face au Paraguay. Oui, parce que regardez ça. Contrairement à l'arbitre de Paraguay-France, l'arbitre argentin de France-Maroc n'hésitera visiblement pas à dégainer ses cartons. En 2022, Facundo Telo, actuel arbitre du match de demain soir entre l'équipe de France et le Maroc, arbitrera un match des trophées des champions argentins entre Boca Juniors et le Racing Club. Et dans ce match, il a sorti 11 cartons rouges, les gars. Vous ne rêvez pas, il a sorti 11 cartons rouges. Donc normalement, demain soir, s'il y a faute, les gars, il doit sortir le carton. On ne devrait pas assister à un arbitrage comme on l'a vécu face au Paraguay. En tout cas, l'arbitre de ce match entre l'équipe de France et le Maroc est désormais connu. Rendez-vous demain soir à 22 h. Allez les Bleus. C'est comme ça. Non mais sérieusement les gars, pour cette faute que Balogun a commise, on retire un carton rouge seulement quelques instants avant le match. Par contre, pour cette situation où Michael Olise en aucun cas ne mérite un carton jaune, là ça y est, on oublie rapidement. Il n'y a pas de décision, il n'y a rien qui est pris les gars. Parce que regardez ce qu'on va d'apprendre. Officiel, la FIFA rejette l'appel de la Fédération Française de Foot concernant Michael Olise. Il sera donc bien suspendu lors d'une éventuelle demi-finale en cas de carton jaune contre le Maroc. Et franchement les gars, je vous le dis, je trouve ça injuste. C'est vraiment injuste de voir ce genre de choses les gars. En soi, ce qui me déçoit le plus, c'est quand tu regardes le contexte du match et quand tu regardes ce match entre l'équipe de France et le Paraguay, tu vois très bien que ce carton jaune, il est injuste. En aucun cas, Michael Olise devait prendre un carton jaune. Une demande qui a été faite. Et au vu de l'arbitrage catastrophique et scandaleux qu'il y avait lors de ce match entre l'équipe de France et le Paraguay, dont je ne souhaiterais pas revenir parce que franchement les gars, c'était du n'importe quoi. Il y a un effort qui aurait pu être fait. Et surtout quand tu vois qu'il y a un carton rouge qui a été annulé, qu'en aucun cas il ne devait l'être, franchement je suis déçu. Parce qu'il y aurait un effort qui aurait pu être fait. En quoi ça consiste un carton jaune? En quoi cette action consiste un carton jaune pour Michael Olise? Les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Et franchement, je trouve ça injuste. Oui, je me répète, les gars. C'est carrément injuste pour Michael Olise et pour l'équipe de France. Voilà, on a la réponse maintenant, les gars. Le carton jaune de Michael Olise n'est pas annulé. Ce qui veut dire, même si je ne l'espère pas du tout, les gars, que si Michael Olise prend un carton jaune demain, il ne pourra donc pas disputer une éventuelle demi-finale de Coupe du Monde. Franchement, moi les gars, je suis déçu. J'aurais pensé qu'au vu de la situation, vu du match auquel on avait assisté entre l'équipe de France et le Paraguay, j'aurais cru qu'un geste aurait été fait au moins. Eh bah non les gars, franchement c'est décevant. C'est très très décevant. Après la remontada historique des Argentins, les Égyptiens crient au vol. Osam Hassan n'a pas mâché ses mots, il a été clair. La FIFA favorise l'Argentine. Et donc c'est officiel, la fédération égyptienne a déposé une plainte auprès de la FIFA contre l'arbitre après la défaite de l'Égypte face à l'Argentine en Coupe du Monde. Zico également n'a pas mâché ses mots après le match. Il a affirmé ce tournoi était truqué. L'arbitre a été injuste. Il a gaspillé les efforts de toute une nation. Je félicite l'Argentine et l'arbitre pour leur victoire. Au moins le gardien égyptien, il a été objectif. Il a affirmé le match était entre nos mains, mais tout s'est joué sur des petits détails. Dieu soit loué en toutes circonstances. Le sélectionneur égyptien n'a pas eu peur de dire ça. Tout est une question d'argent. Ils veulent que Messi reste dans le tournoi. Dans le football, beaucoup de choses se passent en dehors du terrain à cause des intérêts en jeu. Il a rajouté, ce qui s'est passé était injuste. L'Égypte méritait de se qualifier. Nous avons été la meilleure équipe face à l'Argentine. Sourire, hein. Après le match, Lionel Messi a répondu à plusieurs questions de certains journalistes. Les journalistes ont demandé à Messi pourquoi il a pleuré après le match alors qu'ils avaient gagné. Il a répondu « J'ai pleuré car je sentais que j'avais déçu mes coéquipiers avec mon penalty raté. Puis, la manière dont je l'ai tiré. Mais heureusement, une fois de plus, Dieu avait quelque chose de spécial pour moi à la fin. Je suis très heureux. » Il a également rajouté « Je pense que ce que nous avons tous ressenti, c'est un immense soulagement, vu la manière dont le match s'est déroulé. Ce n'est pas facile de revenir après avoir été mené 2-0, mais comme je le dis toujours, ce groupe n'abandonne jamais et continue de se battre jusqu'à la fin. Nous avons encore beaucoup souffert, mais c'est ça, la Coupe du Monde. Tous les matchs sont très serrés et extrêmement difficiles, alors je suis très heureux. Non, en tout cas, la fin de carrière de Lionel Messi, elle est trop belle. Elle est trop belle, j'imagine pas les émotions qu'il ressent actuellement là où il est. Parce que lui-même, il a dit, il croyait que c'était terminé à 2-0. Il a dit, il croyait que c'était fini. Il ne comprend pas pourquoi il a cette chance-là. Lui-même, il ne comprend pas, les gars. Pourquoi le Maroc est aussi performant depuis le début de la compétition? On nous parle beaucoup du milieu de terrain, mais les gars, défensivement, ils sont très complémentaires et c'est très très fort. Déjà, quand tu vois la charnière centrale, Riyad et Diop, les deux sont très bons dans l'agressivité et ils sont très bons dans les relances. Mazraoui et Hakimi, on les présente plus, on sait que c'est très très bon.
Ensuite, il y a le double pivot Elanaoui Boadji. Les gars, les deux, c'est très très fort. Il y a beaucoup de communication. Il y a toujours l'équilibre de l'équipe avec ces deux-là. Voilà, ils sont là, ils se cherchent et ils sont toujours bien placés au bon endroit. Mais il y a un troisième qui fait le lien entre les attaquants et le milieu de terrain, qui fait un travail un peu plus ingrat, mais qui est très fort depuis le début de la compétition. C'est El Ranouz. Les gars, El Ranouz, son apport offensif, il n'est pas forcément présent, mais l'apport défensif qu'il a, et surtout le lien qu'il a avec les deux milieux de terrain, c'est tout simplement incroyable. Carrément, il permet à Ounahi d'avoir beaucoup plus de liberté dans la création, dans le dernier geste. Ensuite, c'est quasiment sûr que Saibari sera forfait pour l'équipe de France, mais il sera remplacé par Raimi. Le fait que Raimi revienne va sublimer Brahim Diaz. Parce que les gars, Saibari, il était en faux neuf, il décrochait beaucoup et il était beaucoup à côté d'Ounahi. Ce qui, au final, rendait Brahim Diaz isolé sur son côté. Le fait que Raimi revienne en numéro 9 et fasse ses appels, etc., permettent à Brahim Diaz d'être plus performant. On l'a vu déjà face au Canada. Une fois que Saibari est sorti et Raimi est venu, on a vu que Brahim était beaucoup plus à l'aise. Du coup, les gars, on va voir comment ça va se passer. Mais l'équipe du Maroc est très intéressante. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Magnès Aklilouche sera la première recrue du Paris Saint-Germain cet été. Et d'abord, les gars, j'ai une question pour vous. Vous pensez que Luis Campos et le Paris Saint-Germain vont recruter combien de joueurs cet été? Moi, je vous dis la vérité, je pense qu'il y aura Aklilouche, il y aura Diomandé et il y aura un défenseur central et un latéral gauche. Pour moi, c'est les 4 joueurs qu'on va récupérer cet été. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Mais en tout cas, on est très content pour Magnès Aklilouche. Les gars, on fait une propagande sur lui depuis au moins 1 an et demi. Quand tu vois Kang In Lee partir et que tu récupères Aklilouche, tu vois directement que le Paris Saint-Germain travaille très très bien. Et on est sur la continuité, les gars. On est sur la continuité de la saison dernière. On va voir comment ça va se passer pour lui. Là, on sait qu'il est en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Du coup, c'est peut-être un peu au ralenti. Vu que Monaco a déjà trouvé son remplaçant, je pense que ça va s'accélérer dans la semaine. J'espère une signature très rapidement. En tout cas, très content pour Magnès Aklilouche en attendant la suite du mercato. Et les gars, j'ai hâte de retrouver le Paris Saint-Germain au mois d'août parce que ça va être incroyable.